passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui se met volontiers au vert. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will be arriving at Lausanne, where this train terminates. Dans les hauteurs de Lausanne, le théâtre de Vidi propose Paysages partagés, un parcours artistique pour un dimanche entre champs et forêts. Un projet signé Caroline Barneau et Stefan Keigi qui invite une dizaine d'artistes européens à écrire une partition avec et dans la nature. Une expérience collective pour interroger notre rapport au vivant, pour décadrer notre manière de regarder le paysage. Une immersion progressive pour déplacer les perspectives et pour partager un temps long et non passif. Un projet hors norme pour un épisode en 2 parties. Une première partie en immersion sonore dans l'expérience paysage partagé, avant de retrouver Caroline Barneau et Stefan Keigi pour une discussion autour de leur projet. Bonjour tout le monde, est-ce que là ça va, vous m'entendez bien ? Bienvenue à Paysages partagés, je m'appelle Isabelle, voici Anna, une de mes collègues. Elle sera tout le long de l'après-midi disponible et joignable s'il y a quoi que ce soit. Donc je vais commencer par vous donner quelques informations pratiques pour cet après-midi. Normalement, vous avez déjà reçu tout plein de matériel, casque audio, couverture, poncho imperméable. Si vous en avez besoin, peut-être un tabouret pour vous asseoir. Vu la météo pour le moment, le poncho peut juste vous être utile pour vous asseoir par terre, mais peut-être que plus tard, s'il y a quelques gouttes, ça sera pratique aussi. L'intégralité de ce matériel, on vous demandera de le rendre à la fin à la cabane scout qui est située au bout de ce chemin-là et où Anna sera tout l'après-midi. C'est aussi le lieu où vers 17h vous aurez une plus longue pause. Donc cet après-midi vous allez voir 7 pièces entre champs et forêt. La première pièce a lieu de ce côté-là, dans cette direction, c'est la pièce de Stefan Keigi. Ça commencera à 13h, on vous recommande d'y aller à partir de 12h45, il fait un petit peu plus frais dans la forêt, donc vous pouvez encore profiter du soleil d'ici là. Dans la carte que vous avez reçue, il y a plein d'informations à propos des spectacles. Si vous avez besoin d'une traduction en anglais, vous pouvez scanner le code QR maintenant pour déjà avoir accès aux traductions. Sur la carte, vous trouverez également un numéro de téléphone pour joindre Anna qui est joignable du coup tout l'après-midi, ainsi que des horaires pour les pièces des spectacles. Donc, vous pouvez aller vous-même au premier emplacement et ensuite il y aura des personnes qui seront avec vous pour vous guider d'un endroit à l'autre. Si vous avez acheté un panier pique-nique, c'est aussi à la billetterie que vous pouvez le récupérer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers quelqu'un qui porte un t-shirt Vidi. Merci beaucoup, bon après-midi. On attend ici. Est-ce que c'est possible d'attendre juste 5 minutes Oui. Par contre, ça sert à quoi les rubans en couleur Ça sera pour après, vous serez dans le groupe. D'accord. Et les personnes en charge auront des drapeaux pour vous montrer. Regardez, dans quel là, Ah c'est ça les couleurs. Ah oui. Vous donc êtes quoi? Vous êtes quelle couleur? Bleu. Ah ben voilà, nous aussi on est bleu. Donc là c'est à 16h15 qu'on voit. Ici c'est à 14h15. Oui, mais maintenant c'est tout le monde. On est tous au même 13h, ok. endroit. Là, D'accord. le deuxième, on Et est toutes, aussi tous au même endroit. Et toutes, Voilà. oui, Bon. super. Pour moi, Merci, tous au ça y même est. endroit, ça inclut tout le Heureusement, monde. il y a des personnes qui savent lire la carte. Vous parlez anglais plutôt Ok, si vous n'avez pas encore les instructions pour le casque, on va vous le dire. Ça va être dans les Vous pouvez avancer. Alors, vous voyez un petit bouton Tune On-Off. Vous appuyez 3 secondes dessus. Et il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté. Voilà, il faut bien appuyer 3 secondes dessus. C'est bon ? D'accord, très bien. Si vous mettez votre main un peu autour du casque, vous voyez la couleur qu'il y a. Là, par exemple, moi j'ai bleu. Si jamais vert, c'est pour les francophones et en bleu, c'est pour les anglophones. Donc voilà. Et là où il y a petite lumière rouge, ça va sur l'oreille droite. Vous pouvez régler le volume aussi. Et puis, vous pouvez le garder dès maintenant sur les oreilles ou bien l'enlever. On vous fera signe au moment de le remettre.
Et puis sinon, on vous invite à rester dans la zone délimitée par des rubans autour des arbres et à pas utiliser vos tabourets. Enfin, c'est un moment où peut-être, si possible, on se met plutôt par terre avec les ponchos, la couverture, tout ce que vous avez. Super, merci. Bon spectacle. Merci. Bienvenue à Paysage Partagé. Veuillez trouver un endroit où vous asseoir sur votre couverture entre les arbres. Mais n'allez pas trop loin. Ça va commencer dans 5 minutes. Alors, s'il vous plaît, détendez-vous. J'aime particulièrement ce moment de transition, ce moment où on devient progressivement silencieux en mettant les écouteurs, comme pour rétablir un certain équilibre avec le paysage. Le son de nos voix s'estompe pour laisser place au son du paysage qui nous entoure, comme si on minimisait l'impact de notre présence en ces lieux par le silence. Pour l'instant, tu peux rester là où tu es. Tu regardes autour de toi et tu vois tout le monde avec des casques sur la tête. C'est un drôle de scénario. Tu observes un arbre près de toi et tu imagines le bruit qu'elle fait. Vincent Baudrier, vous êtes le directeur du théâtre de Vidi Lausanne et aujourd'hui, dans le cadre de la programmation du théâtre Hors les Murs, nous sommes sur les hauteurs de Lausanne, en pleine nature, pour vivre une journée de spectacle à travers champs et forêts. Pourquoi ce besoin de sortir le théâtre du théâtre ? Le théâtre est un art vivant et il doit se connecter au vivant. Le théâtre est un champ artistique qui ne cesse de se réinventer et qui ne doit pas s'enfermer dans une définition. Il ne doit pas seulement s'enfermer entre des murs. Et donc l'idée de proposer une expérience qui est théâtrale dans le sens, il y a un début, il y a une fin, il y a une position de spectateur ou spectatrice face à une œuvre, peut aussi se déployer dans d'autres cadres qu'une salle de théâtre, une black box, et dans toutes les réflexions sur comment justement le théâtre peut se interroger, le lien à la nature et au vivant. Ce déplacement-là est très riche comme une expérience. Et c'est sûr qu'au moment où on vient de reconstruire notre théâtre, une salle de répétition, il faut aussi continuer d'affirmer que le théâtre peut se vivre ailleurs. Et c'est un petit peu un des enjeux de Paysage Partagé. Alors, il faut préciser qu'on est en train de marcher entre deux étapes pour rejoindre donc la prochaine étape de Paysage Partagé. C'est quand même une durée de 7 heures. C'est aussi assez inédit, même si effectivement il y a des pièces qui ont duré longtemps. Mais là, vous proposez aussi une expérience dans la durée et dans la nature. Alors, plus que 7 heures, c'est 7 pièces de 30 à 45 minutes qui sont dans des endroits différents, au milieu des champs ou au milieu de la forêt, ou à la lisière entre les deux. Et donc c'est comme une grande randonnée avec 7 étapes. Donc ça ne se vit pas comme 7 heures assis dans une salle, c'est vraiment une expérience très différente. Là on est en train de se promener du premier spectacle au deuxième spectacle. En fait on fait une balade au soleil, dans la nature. Et donc ça fait ce rapport au temps est très différent. Mais par contre c'est effectivement une grande randonnée artistique qu'on propose au public. Alors justement, ce projet a été conçu et curaté par Stéphane Keigi et Caroline Barneau, respectivement artistes dans le collectif Rimini Protocol et directrice des projets à Vidi. C'est aussi un peu un déplacement pour Caroline dans son accompagnement artistique et son rôle qu'elle peut jouer pour Vidi et auprès des artistes. Caroline a plusieurs fonctions et responsabilités au sein du théâtre. On réfléchit ensemble à la programmation et aux projets artistiques. Elle assume aussi la responsabilité des productions. Mais pour ce projet-là, c'est vraiment un projet qu'elle a conçu, imaginé, rêvé, en collaboration avec Stéphane Keigi. Donc c'est vraiment dans un rôle d'artiste curateur, artiste producteur, qu'elle prend la responsabilité du projet Paysage Partagé, où elle pense
la programmation ils ont réfléchi à la programmation aux invitations des 7 artistes, ils ont inventé aussi tout ce dispositif dans la nature et en réfléchissant aussi à la manière de produire un tel projet qui a donné l'occasion de faire un réseau, c'est un projet européen, donc il y a 7 partenaires dans toute l'Europe dans lequel on va réactiver cette multiple installation dans la nature en choisissant à chaque fois des nouveaux paysages, en choisissant des intervenants, les musiciens, les actrices, les acteurs seront locaux. Donc c'est aussi nourri par toute cette réflexion que Caroline Barneau a portée au Théâtre de Vidy depuis plusieurs années sur comment produire autrement, comment faire des spectacles qui voyagent sans transport et sans voyage, comment réfléchir à l'implication de la durabilité dans nos pratiques. Et ce projet Paysage partagé est nourri à la fois d'une réflexion de prendre plus de responsabilité artistique sur ce projet, mais aussi de penser la production du projet comme un endroit d'inventivité et de création et qui relie bien à l'endroit où veut être le Théâtre de Vidy, c'est-à-dire un théâtre de création, et que l'invention de la création, elle s'applique à l'ensemble de nos activités, autant artistiques que de production. C'est comme si, en fait, en quelque sorte, le rôle de producteur ou directeur artistique ou d'accompagnateur d'artistes doit sans cesse aussi se réinventer, se questionner dans quel périmètre, quelle place il peut prendre selon aussi les enjeux des projets ou les questions à poser. D'une part, puis c'est aussi une personnalité comme Caroline Barneau peut s'exprimer à différents endroits et de différentes manières. Et là, en signant le projet, il y a aussi une mise en visibilité très forte de son travail, qui est une vraie richesse pour le Théâtre de Vidy, et peut-être aussi une façon de reconnaître peut-être la dimension artistique, la responsabilité artistique de la position soit de directeur artistique d'un théâtre, programmateur, soit de producteur, où il y a aussi un investissement artistique sur ces projets. Wow. Non. C'est un peu un cauchemar. Ah putain. Non. Ah non. Parce que pas encore longtemps, je peux te le dire. Regarde en bas. Non. Regarde en bas. Ils veulent me faire mourir.
Je vois la France. Il faut que ça s'arrête. Non, je vais devoir l'enlever. Hein. Non, regarde l'horizon. Non, eux, je supporte plus. Ah, et puis ils foutent le vent. Oh, jetzt kommt noch der Wind, der echte Ja. Wind. Sind wir stehen geblieben. Ja, jetzt habe ich. Und was, wenn wir jetzt runterfallen? Oh mein Gott, nein, das können wir nicht an. Das ist ja mega die Triggerwarnung. Mais avec la réalité augmentée, ça Non, va non, pas non, c'est pas ça. Je suis instable là. Je me suis aussi assise. T'as pas ton siège, Iris? Non, je suis encore debout. Là, tu es immergé dans le paysage. Ouh! Tu dois Imagine les oiseaux, mon Dieu. Pas pour moi j'aurais pas voulu. Eux, c'est de leur faire peur d'être Pas voulu. L'apocalypse. Ah ouais, c'est ça. Ah, puis on descend. On voit plus l'horizon là-bas. Alors, on est à quelle altitude, je veux savoir? Bon, c'est un voyage en ballon, mais. On a juste une tête qui flotte. Quoi, c'est un chemin? Avec sa jambe de chair. Ou pas. Imagine, d'un coup, ça tourne. C'est incroyable en vrai. Ah bah oui, c'est un chemin. Je te tiens, je vais tomber d'une falaise super haut. J'ai l'impression que le sol il plonge. C'est une façon de prendre. Je vous vois toujours pas. J'entends des voix. Avancez. Avancez encore. Continuez d'avancer. Continuez, s'il vous plaît. Attendez que tout le monde arrive. Si vous êtes trop proches les uns des autres, espacez-vous. En silence, s'il vous plaît. D'où souhaitez-vous regarder? Réfléchissez bien. Ne choisissez pas tout de suite. Vous pouvez vous déplacer, faire plusieurs tentatives. Veillez à ce que tout le monde puisse voir. Prenez soin les uns des autres. D'ici quelques minutes, vous devrez vous arrêter, mais pas encore. Alors, d'où souhaitez-vous regarder? Posez-vous vraiment la question. Peut-être que derrière un buisson, on voit mieux. Avez-vous remarqué ces rochers en bas à droite? Vous pouvez tourner le dos s'il le faut, vous éloigner, visiter les côtés, le plus latéral possible, chercher un lieu à l'écart, si vous en trouvez un, ou alors occuper les centres, regardez de loin, de très loin même, ou alors de plus près. Vous pouvez vous asseoir par terre ou rester debout, vous placer près d'un arbre ou trouver un endroit où vous appuyer. Si vous n'êtes pas sûr de la position que vous avez choisie, essayez-en une autre pour la dernière fois. Entraînez-vous à rester. Le monde n'est pas immobile, mais vous essayez de le rester. Bonjour Swan. Bonjour. Attendez, je vais vous tendre le micro. Bonjour. Je voulais savoir comment vous vous êtes retrouvés à participer à ce projet et à cette étape notamment. On est allé à un spectacle à la Comédie et celle qui avait organisé ce spectacle a envoyé un mail à ma mère en disant qu'il cherchait un performeur en fauteuil et c'était un peu compliqué de trouver des dates qui jouaient pour les répètes, mais on a trouvé. Et du coup voilà. Et cette étape-là, elle est intéressante parce que tout le projet se passe en nature, elle se passe dans la forêt. Vous êtes une personne, on peut dire, en fauteuil roulant, parce que comme on est à la radio, ça ne se voit pas, parce que vous parlez très bien. Mais qu'est-ce que ça dit aussi du coup de la difficulté ou de l'impossibilité pour les personnes en fauteuil de la circulation, de la libre circulation dans des contextes de nature comme celui-ci? C'est clair que c'est compliqué d'aller en forêt quand il n'y a pas des chemins adaptés, mais c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Il faut trouver les bonnes solutions, les bons endroits, les bons matériaux justement, et ouais, mais c'est faisable. Et alors ça vous fait quoi de participer à ce projet pour partir cette question-là notamment? Franchement, je trouve ça sympa parce que j'en passe souvent en forêt justement parce que c'est compliqué, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir être en forêt et de rencontrer des gens, c'est sympa.
Et si ça peut ouvrir les yeux aux gens, c'est cool. Est-ce que ça vous met un peu plus en sécurité dans ce contexte-là avec cette participation-là ? Bah, en fait, je sais qu'ici, si j'ai un problème, il y a des gens. Que ce soit les gens de l'équipe ou les gens, genre toi. C'est cool. Donc ouais, non, franchement, j'aime bien, je me sens à l'aise ici. Ou alors c'est le début d'une grande carrière artistique ou quoi ? Mais oui, je suis une star. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. De mon point de vue, il y a certains spectacles, certaines parties qui ont été plus touchantes que d'autres. Il y en a qui ont vraiment été très persuasives et un peu spéciales, où tout à coup ça nous permet de nous lâcher en fait. C'est peut-être quelque chose dont on ne fait pas assez l'expérience aujourd'hui, où finalement on est vraiment libre et puis on nous dit quoi faire, mais en même temps il y a vraiment un peu ces voix qu'on a dans le casque qui nous disent dansez, chantez, faites du bruit, touchez-vous. C'est vraiment assez particulier parce qu'on n'a plus l'habitude de faire des choses où finalement on se met dans des situations où on pourrait avoir honte face aux autres. Donc c'est vrai que c'est très intéressant et puis ça va au-delà de ce que j'attendais et puis c'est un peu des perceptions différentes. On voit le monde différemment. Alors il y en a certaines que j'ai trouvées pas évidentes, où j'avais de la peine à entrer dedans, c'était peut-être un peu trop conceptuel pour moi. Et puis il y en a d'autres où j'étais hyper surprise et je me suis en fait laissée complètement prendre dans le truc et ça j'ai trouvé assez intéressant parce que si on me l'avait décrit, si on m'avait dit ah bah tu viens demain au Chalet-Guebet, on va faire ça, franchement je serais certainement pas venue. Je serais dit mais c'est quoi? on va balancer des feuilles sur des gens qu'on connaît pas dans la forêt. Et en fait de le vivre et on était pris dedans et c'était assez captivant. Je pense qu'on a pris un peu plus le temps de se concentrer sur s'arrêter, regarder autour de soi, faire l'expérience vraiment de la forêt. Ce qu'on fait peut-être pas d'habitude, ou finalement d'habitude, quand j'étais au scout, on venait ici, on courait toute la journée, on se promenait, on explorait. Je connais très bien cette forêt, mais je la connaissais pas de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que je pense que ça aura peut-être apporté une autre vue. Peut-être que je vais rentrer chez moi et que je me dirai, la semaine prochaine je reviens et puis je regarde juste dans le vide et puis je regarde les feuilles qui bougent et les arbres qui bougent, quoi. Donc c'est une nouvelle expérience. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait on venait tout le temps, tous les week-ends quand on était enfant. Et puis maintenant, on y vient beaucoup moins. Peut-être qu'on y reviendra plus si on a des enfants un jour. Et là, je trouve que c'est assez dingue de vivre cette expérience aujourd'hui. Il y a un peu de nostalgie, il y a aussi, on regarde différemment, c'est aussi vrai et ça, c'est chouette.
Caroline Barneau et Stéphane Keigi, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes les deux curateurs et curatrices du projet Paysages partagés, porté par le Théâtre de Vidy à Lausanne. Avant de commencer de parler avec vous de ce projet, il faut préciser que nous enregistrons donc notre échange à distance, puisque vous travaillez déjà à l'adaptation du projet dans les prochaines villes où il sera joué. Mais est-ce que pour commencer, vous pourriez d'abord nous décrire l'endroit que vous avez choisi pour nous parler? Quel est le paysage qui va vous accompagner pendant cet échange? Malheureusement, c'est pas un paysage qui correspond tout à fait au projet parce qu'on est dans un hôtel dans une petite ville autrichienne. Alors c'est très lié au projet parce qu'on est en train de faire le location scouting de Saint-Polten, autour, la campagne autour, pour remonter Paysages partagés à Saint-Polten en mai 2024. Mais là, nous sommes dans une chambre d'hôtel avec une fenêtre carrée découpée sur un parking. Mais hier soir, j'ai fait des enregistrements déjà pour la pièce qui va alors faire partie de Paysages partagés à Saint-Polten. Et c'était un endroit où il y avait beaucoup de pins, beaucoup de moustiques. À un moment donné, il y avait un tonnerre, mais incroyable, qu'on enregistrait en live direct, mais très très proche. Et très vite après, il fallait interrompre l'enregistrement pendant une petite heure parce que ça descendait de l'eau fort. Et on a pu reprendre à la fin. Mais tout à la fin, on s'est fait chasser par un chasseur qui disait qu'on n'avait pas le droit d'être là. Ce sont les aventures de Paysages partagés. Ouais. Très partagé. Merci en tout cas de nous partager ces images à distance pour lancer la manière d'introduire le projet. Pour ma part, j'ai pu le découvrir Paysages partagés dimanche dernier à Lausanne. En première partie de l'épisode, nous aurons une petite immersion sonore de cette expérience. Mais j'ai aussi fait la connaissance de deux spectatrices, Denise et Mathilde, et je crois qu'elles ont deux petites questions pour vous. Hello, je m'appelle Denise, je suis ingénieure en informatique et puis à côté, dans mon temps libre, je fais beaucoup trop de politique. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans, je suis avocate et je fais aussi de la politique à Lausanne en dehors de mon métier. On se trouve au Chalet Tagobert, c'est une grande forêt, en fait c'est le début d'une très grande forêt du canton de Vaud en Suisse. Et c'est un peu un lieu où on vient quand on est enfant. Oui, là on est exactement devant la cabane des scouts du Chalet Tagobert. C'est vraiment c'est un lieu qui est très emblématique pour les habitants de Lausanne parce que c'est un peu l'accès à la nature aux portes de la ville. Et puis c'est là où on venait gamin tous les hivers pour faire de la luge, tous les étés pour courir dans la forêt, dans les champs. Donc c'est assez particulier de se retrouver aujourd'hui à parcourir ces forêts qu'on connaît bien et puis à voir des œuvres de théâtre contemporaines comme ça. Alors en fait c'est par hasard que j'ai emménagé juste en face d'une personne qui fait aussi partie du conseil communal de Lausanne, qui est Astrid Lavanderos, qui est en fait la directrice des publics, si je ne me trompe pas de son titre, du théâtre de Vidy. Et du coup elle m'a proposé 2 places pour venir, donc du coup j'ai accepté avec bonheur de venir découvrir quelque chose de nouveau. Et du coup j'ai invité mon amie Mathilde à venir avec moi. Moi je suis déjà allée au théâtre de Vidy, notamment quand j'étais enfant, avec l'école, avec mes parents. Mais c'est sûr que quand Denise m'a proposé de venir voir ce spectacle, il y a aussi eu dans notre journal local, il y a eu un gros article en fait sur ce spectacle. Je me suis dit mais ça paraît dingue quoi, il faut qu'on aille voir ce que ça donne. Du coup ça aurait été pour Caroline Barneau, ça aurait été de savoir si elle a finalement un lien intime, justement parce que nous on est un peu des enfants de la région, donc est-ce qu'elle aurait peut-être eu des expériences qui l'ont ramenée ici ou bien quelque chose qui l'a fait vibrer par rapport aux spectacles qui ont eu lieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait revivre son enfance ou sa jeunesse? Moi j'ai une question un peu très basique, j'aimerais bien savoir comment ils ont eu l'idée de se dire on va monter un concept d'œuvre de théâtre en pleine nature. Comment c'est arrivé cette idée? Parce que c'est vraiment quelque chose dont j'avais jamais entendu parler ni ici ni à l'étranger et je trouve ça assez fou quoi. Alors voilà, je ne suis pas la seule à me poser la question. Comment vous avez eu l'idée et quel est votre lien à cette forêt qui visiblement charge beaucoup d'affect auprès des habitants et des habitantes de Lausanne? Le land art dans les années 70, c'est toujours une époque que je connais de livres d'histoire d'art et que je regrette de ne pas avoir vécu parce que c'était les artistes plastiques qui nous ont amenés voir des choses, des interventions qui sont sur place, mais on les visitait toujours
seul en randonnée, si j'ai bien compris, ou les œuvres que j'ai vues moi-même. Et c'était alors des œuvres construites et qui n'existaient pas dans le temps comme le théâtre le fait, comme vision utopique de communion des gens qui se rencontrent quelque part et font quelque chose ensemble. Et alors on s'est dit, pourquoi pas prendre l'inspiration de là pour inventer un land art performatif? Oui, peut-être de dire que dans ce moment particulier de crise climatique, où c'est tellement présent dans nos imaginaires autour de nous, et que le théâtre n'est pas exempt de cette question. Au contraire, on a de plus en plus de projets, on réfléchit de plus en plus à la manière d'aborder par l'art ces questions-là. On parle beaucoup de crise de l'imaginaire, et du coup, l'idée de plutôt aller dans un espace où l'évocation de la nature se fait par l'environnement lui-même pour aborder ces questions, ça nous a paru intéressant de se dire, au lieu d'amener ça dans la boîte noire, dans les murs, dans la ville, qu'est-ce que ça donne si on amène plutôt le public et la qualité d'attention dans l'environnement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer le dispositif. Alors, Paysage partagé est un parcours artistique justement en plusieurs étapes. Ce sont 7 pièces entre champs et forêt, 7 commandes passées à des artistes européens. Quels ont été vos critères pour choisir les artistes invités? On peut d'ailleurs les citer si je fais pas trop de fautes de prononciation. Il y a Chiara Bersani et Marco D'Agostin, El Conde de Torrefial, Sofia Diaz et Vitor Jorges, Begam Hercias et Daniel Cotter, Harry Benjamin Meyer et Émilie Rousset, plusieurs binômes d'ailleurs. Alors, le caractère binôme n'était pas forcément un critère, mais c'est vrai que c'est intéressant que les gens soient systématiquement mis à plusieurs pour aborder ces questions. Mais en tout cas, d'avoir des gens qui déjà s'intéressaient à l'expérience et qui étaient prêts à trouver créatif un nombre de contraintes quand même assez important, être dehors, être soumis aux aléas du climat, du paysage, produire des pièces qui pourraient se rejouer avec un décor constamment changeant, puisque ça change au fil de la période d'exploitation. On a commencé en mai à Lausanne, on a fini en juin, ça change d'un territoire à l'autre. Donc il faut une sacrée capacité d'adaptation. Begum, par exemple, est quelqu'un qui venait juste de faire une pièce pour une petite communauté dans une forêt, et elle a choisi de travailler avec un éducateur qui s'occupe depuis longtemps déjà sur l'exploitation des terres. Alors, ça faisait du sens. Harry Benjamin Meyer, c'est quelqu'un qui compose pas seulement de la musique, mais qui l'installe souvent dans des espaces, dans des musées ou dans des espaces publics d'une forme qui se met en dialogue avec l'espace autour. Sofia Diaz et Victor Jorges, ils ont, outre leur pratique de performeurs, notamment avec Thiago Rodriguez, ils ont aussi une pratique audio, ils font des podcasts et ils ont ce travail sonore. Et on cherchait encore quelqu'un qui travaille d'une forme documentaire, vraiment concrètement sur l'agriculture, aussi avec ces lourdes machines qui sont utilisées pour exploiter économiquement ces terrains. Et là, on est tombé sur, on connaissait déjà la pratique de Émilie Rousset. Et de comment elle donne la parole aux experts. Aux spécialistes. Comme ça, il y a des très différentes approches qu'on cherchait, et on voulait que ça soit des artistes de différents côtés de l'Europe, parce qu'on savait déjà qu'on allait jouer dans différents terrains. Alors ça semblait cohérent d'avoir des gens de différentes langues maternelles, de différentes origines artistiques. Justement, le projet il est aussi assez inédit dans le montage de la production, avec une dimension très forte à l'échelle européenne. Quel enjeu ça venait un peu relever avec ce montage assez inédit pour vous? Il y a un enjeu un peu transformateur dans tous ces projets qui abordent pas la production théâtrale de manière conventionnelle. Alors, de pas jouer dans les espaces qui sont dédiés de travailler pas à produire un spectacle puis à le tourner, mais de le reproduire à chaque fois localement. Donc,
Les institutions qui se sont mises ensemble pour faire ce projet, elles ont un intérêt à diversifier leurs pratiques, à apprendre des nouvelles choses, à questionner leur place dans la cité et dans une cité élargie qui inclurait les campagnes autour. Donc les enjeux, ils sont là autour de la place du théâtre dans le territoire, autour de la capacité à sortir des habitudes, etc. La liste serait longue. Alors, si vous voulez bien, on va poursuivre avec l'écoute du second extrait, s'il vous plaît. Si vous voulez, il y a, quand on est dehors, il y a paysage quand votre œil repère des caractéristiques formelles très précises. Il y a paysage quand souvent vous avez une vue assez dégagée sur un lieu, souvent avec plusieurs plans qui se succèdent, donc avec des effets de profondeur. Souvent, quand il y a paysage aussi, vous avez une vue sur une ligne d'horizon qui partage ciel et terre. Vous avez une vue, quand je dis dégagée, une vue presque panoramique, une vue large. Souvent, ça peut être une vue aussi qui bénéficie de plusieurs encadrements, un arbre, par exemple, à gauche, une montagne à droite. Et c'est à ce moment-là que votre œil voit le paysage et que vous dites « Oh, incroyable ce paysage !» Et si vous voulez, toutes ces caractéristiques formelles, qui paraissent complètement arbitraires quand je les dis comme ça, ce sont précisément des caractéristiques qui ont été construites, qui ont été même des règles pour l'élaboration de la peinture de paysage. C'est des règles qui sont reprises par vos fonds d'écran d'ordinateur, très souvent. Souvent, quand vous avez envie de sortir votre appareil photo pour photographier un lieu, c'est parce que, et vous choisissez un cadrage qui fait paysage à partir de toutes les caractéristiques que je viens de nommer. Et il y a même toute une pratique de la nature qui a été profondément construite sur ce genre pictural, à savoir la randonnée, puisqu'il faut savoir que la randonnée qui se développe à la fin, au 19e siècle, est vraiment construite sur cette idée qu'on va cheminer de paysage en paysage. C'est là où il y a des tables d'orientation, c'est là où vous vous arrêtez spontanément pour pique-niquer, c'est là où vous faites des pauses et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à voir. C'est votre récompense pour la randonnée. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le paysage, c'est un style d'attention. C'est-à-dire que quand vous êtes dehors et qu'il y a paysage, que votre œil reconnaît un paysage, c'est un moment où on se dit, tiens, là, il se passe quelque chose. Donc c'est une forme d'attention. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes un peu plus en alerte. Du coup, la question, vous voyez, qui se dessine de manière sous-jacente, c'est que quand il n'y a pas ce paysage, spontanément, on peut avoir l'impression qu'il se passe moins quelque chose quand on est dehors, voire qu'il ne se passe rien. Et donc c'est là que le paysage devient une sorte de construction culturelle, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, d'une construction culturelle qui a ses ambiguïtés. Puisqu'à la fois, c'est une manière de voir qui nous fait prêter attention à la nature dehors, et en même temps, c'est une manière de voir qui postule par en dessous que peut-être que ce serait tout ce qu'il y a à voir, ou qu'en tout cas le reste fait beaucoup moins saillance pour nous, pour notre attention, pour notre œil. C'est que le paysage, c'est une sorte d'outil dans ce qu'on appelle notre équipement mental. Il y a un historien d'art qui s'appelle Michael Baxandall qui essaye de définir ce que veut dire voir. Et il dit, voilà, voir, c'est la combinaison bien sûr d'un appareil perceptif et d'un équipement mental. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez, c'est pas seulement une opération, spontanée où des images viennent s'imprimer sur votre rétine. C'est aussi une opération de compréhension, de sélection de ce à quoi vous prêtez attention et d'attribution de valeur. Donc quand vous voyez, vous faites tout ça dans le même mouvement. Et le paysage, c'est un pan très important dans notre héritage occidental, de l'équipement mental qu'on utilise spontanément pour voir. Estelle Zhang-Menguel, en sa qualité d'historienne de l'art, tente de définir le paysage et le rôle que joue notre regard construit pour cadrer justement ce paysage, souvent associé à une certaine idée que l'on se fait de la nature et même de notre manière de la pratiquer. Mais comment vous définissez le paysage et quel paysage pluriel vous vouliez partager dans cette invitation ?
Je crois que c'est très bien comme elle décrit le paysage dans l'histoire de l'art. Aujourd'hui, j'ai souvent l'impression que quand on parle paysage, on l'utilise aussi d'une forme beaucoup plus trois-dimensionnelle. Alors, parle par exemple du paysage sonore et ce qui se passe avec les spectatrices, spectateurs de paysage partagé, c'est vraiment qu'ils s'immersent dedans et des fois s'allongent et regardent dans une verticalité qui normalement est pas l'idée d'un paysage. Je crois que toutes les peintures de paysages ont été plutôt faites d'une forme horizontale ou en regardant dans l'horizontalité. On s'éloigne dans la pièce de Begum et Daniel verticalement pour regarder le paysage depuis un autre, ce qui n'aurait pas été possible dans le 18 ou 19e siècle. Et alors, c'est une forme aussi qui arrive avec une perception ou une notion de ce qui connecte différents paysages autour du monde qu'on n'aurait pas connu peut-être de la même forme au XVIIIe siècle. Alors la mondialisation a connecté des endroits rusticales par certaines productions d'agriculture ailleurs avec une expérience très locale. Alors toutes ces notions entrent dans ce qu'on transmet ou facilite comme accès au paysage à notre public. Ouais, et dans notre approche, en tout cas, c'était de pas rester collé à une idée du paysage et justement à cette idée qu'est la portion de territoire qui s'offre à la vue, donc quelque chose de très lié à la vision et à la peinture. Et je me retrouve complètement dans ce que dit Estelle Zong-Mingol, mais plutôt de tourner autour du concept, de le détourner aussi, d'offrir des variations, une différence de point de vue, des différences de situation de regard. Et d'être plutôt dans la multiplicité de l'idée de paysage que dans l'illustration. Que d'avoir plusieurs artistes invités avec plusieurs médias, ça permettait de regarder de différents endroits ce concept de paysage. Justement, votre projet ne prend pas la nature pour simple décor. Vous ne remplacez pas la boîte noire du théâtre par un décor de nature pour y faire représentation. Il y a vraiment une écriture contextuelle. Et au fur et à mesure du parcours, les variations proposées invitent à l'écoute et à la contemplation, mais souvent nous poussent à ce décadrage, à décentrer notre regard et à questionner notre rapport à la nature, jusqu'à donner la parole justement à ce que l'on nomme la nature, une prise de parole projeté et adressé au public d'humains que nous étions, un paysage sous-titré qui prend la parole, on pourrait dire, mais dans une parole un peu vindicative, faite de reproches, pointant les écocides dont l'humain est responsable. C'est la proposition des artistes espagnols El Conde de Torrefia qui vient clore comme ça le parcours. Pourquoi vous avez souhaité terminer cette expérience par la personnification en quelque sorte de la nature? Il y a encore une toute dernière proposition de Harry Benjamin Myers qui finit le parcours et qui est peut-être un peu plus réconciliant, parce que c'est vrai que quand il est Torrefia, ils ont dit d'une certaine forme, oui, la nature comme eux, ils se l'imaginent, elle est fâchée. Elle dit, bon, vous croyez m'avoir compris, vous croyez m'avoir droit à m'exploiter. C'est un peu utopique ou plutôt dystopique de s'imaginer la nature tellement déconnectée de nous, mais c'est un jeu de rôle un peu qu'ils installent eux, que je trouve aussi assez rigolo à certains moments, mais au même moment c'est profond aussi, ça va un peu plus loin que une expérience aussi à certains moments très romantique du paysage qu'on peut avoir pendant cette journée qui est très agréable dans beaucoup de moments, mais alors là, il y a, il revient un souci qu'on a dans notre rapport avec ce qui nous entoure. Je rejoins Stéphane dans l'idée que c'est un exercice très intéressant. Il est d'ailleurs utilisé, par exemple, en éco-psychologie, tous les exercices qui consistent à se mettre à la place d'autres entités, comme le Parlement des choses, ou le Parlement de Loire, ou cette idée qu'on pourrait arriver à mieux comprendre en se mettant à la place d'eux. Et là, c'est ce que eux font. Et effectivement, ça produit une sorte d'agression en même temps que la possibilité de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire si on restait dans notre point de vue humain. Hello, I'm Swan. I'm a 16-year-old boy and I live in Geneva.
Hey, je m'appelle Swan, je suis un garçon de 16 ans et j'habite à Genève. J'aime beaucoup lire et écouter de la musique et j'adore parler aux gens. I really love reading books and listening to music and I love talking to people. Par contre, je déteste me lever tôt et j'ai un peu peur de la boue parce que je peux me coincer dedans avec mon fauteuil. But I hate waking up early and I'm a bit scared of the mud because I can get stuck in it with my wheelchair. I know you're going to go and it's okay, but I have to stay here because it's the only place in the forest where I can stay without the fear of getting hurt or having problems, something like this. Je sais que vous allez y aller et c'est cool, mais moi je dois rester ici parce que c'est le seul endroit dans la forêt où je peux rester sans problème et sans avoir peur de me faire mal. Donc pour ceux qui veulent rester, je parle avec vous volontiers. Il y a du thé et des biscuits et vous êtes les bienvenus. So for those who want to stay, I'll talk with you. It's my pleasure. And there's tea and biscuits, so you're welcome. Donc ouais, passez une très bonne journée. Have a really great day. Ouais. Vous pouvez vraiment venir. You can really come. Si on prend les médias, au sens large, incluant les productions culturelles, comme les films par exemple, les personnages handicapés y sont presque toujours présentés comme des ressorts tragiques, ou du moins, des ressorts émotionnels de la narration. Leur handicap y est représenté comme une tragédie personnelle, jamais surmontée. Souvent, ils meurent à la fin du film. Dans la sphère médiatique, le handicap est, certes, plus présent qu'avant, globalement. Mais rares sont les sujets qui considèrent les personnes handicapées comme des actrices et acteurs sociaux à part entière. Nous sommes toujours vus, soit comme des super-héros, soit comme des corps à soigner, ou à qui donner la charité. Mais quoi qu'il en soit, ça donne l'image de corps exceptionnels à l'extérieur de toute vie sociale. Et du coup, il y a des politisations de la question du handicap, ça le présente comme un problème individuel, et donc, ça efface la question du validisme. Autre signe que les personnes handicapées ne sont pas considérées comme des actrices et acteurs sociaux à part entière. Les médias enferment habituellement les personnes handicapées dans le thème du handicap. Par exemple, moi, en tant que chercheuse, on m'invite presque toujours dans des émissions traitant du handicap, alors que je pourrais discuter d'autres questions de société, comme les questions vestimentaires, la question de la pornographie, etc. Mes travaux de recherche sont toujours réduits au thème du handicap. Au fond, c'est toujours un peu la même question. Que vaut-il mieux? Être mal représenté, ou pas du tout représenté? Ça se discute. Pour ma part, je pense qu'une mauvaise représentation, c'est-à-dire une représentation qui obéit à des schèmes validistes, est comme un trompe-l'œil qui invisibilise les réalités du handicap. C'est un montage avec Swan Müller, le performeur qui participe à l'étape proposée par Chiara Bersani et Marco D'Agostin, suivi d'une prise de parole de la chercheuse et performeuse française No Hunger, qui doit utiliser une voix de synthèse pour s'exprimer et qui est également au fauteuil. Un extrait pour introduire une question complexe mais nécessaire, celle de l'inaccessibilité de certains paysages pour les personnes en situation de handicap, pour qui la nature pourrait être potentiellement davantage un lieu de danger qu'un lieu de flânerie, comme si l'accès à la nature était aussi un privilège de validiste. Comment vous avez travaillé à visibiliser cette question sans l'essentialiser? Alors c'est une question qui serait super à poser à Marco D'Agostin et Chiara Bersani, qui ont une grande pratique de réflexion, d'échange autour du corps politique et avec leur travail respectif et leur travail ensemble, entre lui qui est un corps dit valide et elle qui est un corps dit en situation de handicap. Et lui qui peut aller et elle qui doit rester, et toute la correspondance qu'ils ont autour de ces questions, de celui qui part, celui qui reste, celle qui reste, et de comment celui qui part a une responsabilité, notamment dans le récit, dans la description de paysage aussi, envers celle qui reste. Moi, ce que je trouve toujours très intéressant dans ce travail, c'est que quand on regarde la situation de Swan, qui a un accès limité à cette nature que d'autres peuvent un peu
approcher plus loin ou elles peuvent se immerser un peu plus loin. Pour moi, cette image, c'est aussi une image de nous-mêmes que sommes invalides ou incapables jusqu'à un certain point aussi face à la nature, parce que on peut pas aller à ces endroits sans se protéger des moustiques, sans se protéger du soleil, parce qu'on a besoin des chaussures de randonnée avancées, des cortex autour de nous. On a besoin de rentrer le soir et pas dormir là où on trouve sympa passer l'après-midi, parce qu'on a perdu dans l'histoire notre directe connexion. Alors ça, d'une côté, c'est une perspective subjective qui nous invite à regarder ce qui nous entoure depuis la perspective de Swann, mais au même moment, je crois que ça nous amène aussi à réfléchir notre situation face à une nature de laquelle on s'est éloigné avec toute notre civilisation. Je disais au début que vous étiez en train de préparer l'adaptation au contexte des prochaines villes où le projet sera présenté. La prochaine étape sera au Festival d'Avignon, il me semble. Comment un projet comme Paysage partagé s'adapte, se réajuste ou se réinvente à chaque contexte d'accueil ? Ah, ça c'est très intéressant, hein, parce que oui, on était juste à Avignon il y a quelques dizaines de jours et on s'est rendu compte que là, évidemment, la nature est toute une autre. C'est très marqué par la sécheresse, le souvenir des pompiers, des feux qui ont tourné la ville du festival en juillet derrière est très vivant encore. On a une situation à rechercher comment ici en Autriche, où il pleut beaucoup en juin. Alors, c'est vrai que d'une côté, on vit dans un monde mondialisé, mais les paysages dehors des villes, ils sont quand même encore beaucoup plus différents que les villes entre eux. Et alors, c'est un grand cadeau qu'on puisse faire cette recherche avec un peu... sans savoir où on arrive pendant des ans, pas seulement au centre d'Europe, mais aussi à Lisbonne et à Ljubljana ou ailleurs, où les réponses vont venir d'une forme encore inattendue. Et puis c'est une belle rencontre entre ceux qui habitent et qui savent, les gens qu'on va associer localement et ceux qui viennent et qui ne connaissent pas. Cette collaboration-là, qui est un peu au cœur du projet, c'est de faire voyager des idées, des concepts, des artistes, mais de travailler uniquement à la réalisation avec des personnes locales. Ce double regard-là est vraiment une approche intéressante pour un territoire parce qu'on amène à regarder des choses qu'on a en face de soi et qu'on regarde plus vraiment et à les considérer différemment à travers les regards des artistes ou ceux du projet lui-même. Et en même temps, nous, on peut rien faire sans cette alliance avec les habitants, habitantes, les gens avec lesquels on va travailler et qui ont un rapport tout différent à ce territoire. Donc c'est une belle manière de travailler entre l'étranger et le local, entre l'international et le local. Ça restera le même parcours, ce sera toujours les mêmes artistes invités, mais les contenus vont bouger, s'adapter au contexte, c'est bien ça? Ça dépend vraiment des pièces, mais oui, tous les participants, performeurs, l'équipe sera locale, donc il va falloir travailler à nouveau, et ça va aussi modifier les pièces, notamment dans les pièces à dimension documentaire, comme celle de Stéphane, où c'est une interview avec 5 nouvelles personnes qui vivent dans la région. Celle de Émilie Rousset, où il y a un agriculteur ou une agricultrice locale qui va participer. Et certaines autres pièces seront plus adaptées au niveau du texte. Ou de l'image, on est juste en train de voir où il faut trouver comment on l'adapte. À Berlin, on se demande si depuis la drone, on va voir la Gigafactory, qui est un endroit pour produire les batteries des Tesla de Elon Musk, qui est à 2 km de l'endroit où on sera immersé dans la forêt. Alors oui, beaucoup de recherche locale vient automatiquement avec la relocalisation de ces projets. Et puis l'élément qui est à la fois le personnage principal, le décor et le théâtre, le bâtiment, c'est-à-dire ce paysage, change à chaque fois. Et donc les pièces font ressortir les différences, mais aussi les points communs entre ces différents paysages européens. C'est un peu comme un réseau de paysages européens. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute où vous pouvez laisser commentaires et étoiles.
et merci de votre écoute.